Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle conférence sur la planète Mars et l'imaginaire. Donc à travers cette conférence, nous allons essayer d'aborder et de comprendre, de voir pourquoi la planète Mars, plus que toute autre planète, nous fascine autant. Et nous allons voir qu'elle nous fascine depuis l'Antiquité, bien sûr, mais qu'encore aujourd'hui, et surtout de façon très récente au 19e et surtout au 20e siècle, c'est surtout là où les deux gros siècles, les deux grosses périodes, où Mars a marqué l'imaginaire collectif, hein, et où elle a créé notamment les fameux mythes des Martiens, pour ne citer que cet exemple-là. Donc nous allons voir à travers cette conférence justement les différents mythes et différentes croyances que l'humanité a pu avoir à propos justement de cette fameuse planète Mars. Alors, je vous disais, hein, encore très récemment, on le voit là, quelques exemples au cinéma. Depuis 1990, il y a au moins 6 films qui ont eu pour thème la planète Mars. Donc, bien sûr, essentiellement des films de science-fiction, hein. Mais on constate déjà à travers ces films une évolution, et une évolution dans la façon d'aborder le sujet de la planète Mars, puisqu'on va voir que comment dire, notre imaginaire collectif et populaire se calque bien sûr sur les découvertes scientifiques, et au fur et à mesure que nos connaissances scientifiques progressent sur cette planète, eh bien, on constate que l'imaginaire collectif s'adapte bien sûr aux nouvelles découvertes scientifiques. Donc ici, je vais résumer en quelques mots ces différents films. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus, donc bien sûr, je ne vais pas les spoiler, mais vous citez un petit peu pour vous montrer l'évolution de comment le cinéma traite justement la planète Mars par rapport aux connaissances scientifiques. Donc l'un des films les plus anciens là, que j'ai référencé, puisqu'il y en avait bien avant 1990, hein, mais pour remonter sur l'un des derniers grands films connus, c'était avec Schwarzenegger, Total Recall, le film de Paul Verhoeven, donc sorti en 90. Hein. Alors c'est un film qui est adapté d'un livre de Philippe K. Dick, le grand auteur de science-fiction, qui a beaucoup travaillé notamment sur le voyage dans la mémoire. Hein. Donc, dans ce film, eh bien, à un moment donné, donc l'action se déroule sur Terre, et à la fin, Schwarzenegger est transposé sur la planète Mars, où il doit combattre un ennemi, bien sûr, hein, sur la planète Mars, et toute l'intrigue à la fin du film, justement, tourne sur un secret qui est caché justement par le méchant, hein, et qu'il ne faut surtout pas dévoiler à propos de la fameuse planète rouge. D'accord ? Donc là, on est en plein film de science-fiction, et on note que lorsque les astronautes n'ont pas leur combinaison pour se protéger, il leur arrive des malformations un petit peu spectaculaires, mais qui sont vraiment issues pour le coup de la science-fiction. Hein. Voilà. Ensuite, dans les années 2000, en 2000, deux films justement vont sortir sur la fameuse planète Mars. On a tout d'abord Mission to Mars de Brian De Palma et Planète Rouge d'Anthony Hoffman. Alors là, pour le coup, on voit déjà une évolution, puisqu'on essaye de suivre des vrais astronautes, pour le coup, qui sont en mission et qui vont pour la première fois poser le pied sur Mars. Donc on a un semblant, en tout cas, de réalisme scientifique, ce qu'on pourrait appeler de la hard science-fiction. On essaie de faire coller la SF au mieux à ce qu'on connaît aujourd'hui sur Mars et ce que pourrait être, dans les années à venir, un véritable voyage de l'homme sur Mars. Alors le film de Brian De Palma a un petit côté un peu mystique quant à la présence des Martiens. Alors ça, c'est une chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est que de toute façon, en SF, depuis très 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 longtemps, il est évident que la planète Mars est habitée, d'accord ? Donc les Martiens existent, et à chaque fois que l'homme va se rendre sur Mars dans les ouvrages de SF, que ce soit en livre ou en film, à chaque fois, il va croiser une forme de vie sur Mars. Hein. Donc ça, c'est souvent établi comme tel dès le départ dans les films ou les livres de science-fiction. Donc le film de De Palma nous montre plutôt des martiens avec un aspect un petit peu, comment dire, mystique, hein, et notamment, on le verra à la fin de cette conférence, il s'est notamment inspiré du visage sur Mars qu'on pouvait voir à travers les photos des différentes sondes qui ont été envoyées vers Mars, et que les photos ont été reçues sur la Terre. Il y a comment dire, il y a eu une fameuse photo où on avait l'impression de voir au sol sur Mars vraiment un visage martien, et il y a un gros clin d'œil qui est fait à ça dans le film de De Palma. Dans le film d'Anthony Hoffman, donc Planète Rouge, j'aime beaucoup ce film pour le côté martien qui est représenté par une forme d'insecte. Voilà, ce sont des insectes qui se promènent sur Mars et qui vont donc causer quelques déboires à l'équipage.
Donc les années 2000 sont très prolifiques pour Mars, puisque vous voyez qu'en 2001, on a également Ghost of Mars qui est sorti. Donc alors, pour le coup, c'est un film d'horreur, hein, puisque il est signé John Carpenter. Donc j'ai un petit faible pour le cinéma de John Carpenter, donc je vous en parle un petit peu. Bien que Ghost of Mars ne soit clairement pas le meilleur film de Carpenter, il a le mérite en tout cas de nous montrer un aspect des Martiens qui est très très peu exploité au cinéma. Là pour le coup les Martiens ont l'apparence d'une forme de brouillard, et c'est ce brouillard justement qui va contaminer les futurs colons qui vont aller sur Mars. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce film, alors qu'en fait il est plus orienté donc film d'horreur que film de science-fiction, hein. Et puis on voit maintenant dans les deux derniers films qui sont sortis, donc à partir des années 2015, eh bien on voit encore une évolution qui a été faite dans l'approche cinématographique de la planète Mars. Le très bon Seul sur Mars de Ridley Scott, sorti en 2015, avec donc Matt Damon dans le rôle principal, il porte bien son nom, puisque donc Matt Damon se retrouve le seul astronaute à abandonner sur la fameuse planète rouge, et donc il va devoir survivre sur cette fameuse planète qui est hostile. Et pour le coup, on est vraiment dans de la hard SF, puisque Ridley Scott a essayé de donner un semblant de crédit à son film, de façon à ce qu'il soit vraiment très très réaliste, et on suit vraiment avec grand plaisir l'aventure d'un astronaute et de ce qui se passe du côté de la NASA sur Terre, justement, pour tout mettre en œuvre pour le faire rentrer sur Terre. Donc pour le coup, dans Seul sur Mars, le film a bien sûr quelques défauts, mais il tient vraiment compte de toutes les connaissances scientifiques qu'on connaît sur la planète Mars en 2015, et donc il est vraiment intéressant dans ce sens-là. Pareil, en 2017, un film qui est sorti qui s'appelle Un monde entre nous, qui est passé un petit peu inaperçu, je l'ai découvert très récemment. Je vous invite vraiment à le voir, puisque pour le coup c'est pareil, on a vraiment un peu comme Seul sur Mars, une approche vraiment très très réaliste, très scientifique de la planète Mars. Et l'intérêt de ce film, c'est de mettre en scène justement une naissance sur la planète Mars, c'est-à-dire qu'il y a une des astronautes qui fait le voyage vers Mars et qui découvre en chemin que finalement elle est partie et elle était enceinte. Voilà. Donc elle va devoir accoucher sur Mars, et l'enfant va grandir sur Mars, donc sur une planète, dans une gravité et un environnement qui est très différent de la Terre. Et donc le film met vraiment en scène cette particularité, justement, qu'est-ce qui pourrait se passer si un jour, justement, des humains venaient à naître sur une autre planète que la Terre, et comment eux, ils percevraient aussi la Terre par rapport à ça. Vraiment, donc, un monde entre nous est vraiment à voir pour vraiment cet aspect-là des choses. Donc vous voyez, donc, on voit bien cette évolution, vraiment, par exemple avec Total Recall, un film vraiment purement SF, les films des années 2000, Mission to Mars et Planète Rouge, qui sont encore dans de la SF, mais qui se rapprochent de la hard SF pour essayer de coller un petit peu mieux à ce que pourrait être un voyage vers Mars de nos jours. Et puis vraiment les deux derniers, donc Seul sur Mars et Un monde entre nous, où là on est vraiment dans de la hard SF pure, et on tient vraiment compte, on essaie vraiment de faire des films extrêmement réalistes par rapport à l'état de nos connaissances sur la planète rouge aujourd'hui. On pourrait également citer ces trois autres films. Donc le Mars Attack, bien sûr, de Tim Burton, hein, qui est sorti en 1996. Alors qui pour le coup est une parodie, hein, c'est une comédie qui rend hommage au magazine Pulp des années 1920-1950, qui était très 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 populaire aux États-Unis à l'époque, et qui mettait en scène justement différents héros dont leurs aventures rocambolesques se déroulaient essentiellement dans l'espace, et très très souvent sur la planète Mars. Et donc on avait vraiment le côté très kitsch, qui est très très bien rendu dans le film de Tim Burton, avec également cet aspect des Martiens, donc avec un petit corps, des êtres tout verts, donc les petits hommes verts pour le coup, et avec une grosse tête, une grosse cervelle, hein, puisqu'à l'époque on pensait, alors quand je dis à l'époque, c'est à l'époque des pulps, hein, à l'époque des années 1920 à 1950, on pensait qu'avoir un gros cerveau était signe d'intelligence. Voilà. Et donc vraiment on retrouve tous ces clichés dans le film de Mars Attack, qui est vraiment très très bien pour ça. Et puis on ne peut pas parler de la planète Mars et de l'imaginaire qu'il y a autour de cette fameuse planète sans citer l'œuvre vraiment de référence qui est La Guerre des Mondes.
Alors La Guerre des Mondes, au départ, c'est un livre écrit en 1898 par H.G. Wells, donc le même qui avait fait justement beaucoup de livres de SF de référence, puisqu'on pourrait citer également L'Homme Invisible dans les œuvres de H.G. Wells. Et donc La Guerre des Mondes, justement, pour le coup, décrit vraiment de façon très très réaliste une invasion de la Terre par les Martiens, pour le coup. Et donc le film a été adapté 2 fois au cinéma, une première fois en 1953, donc c'est le film de Byron Ashkin, qui pour le coup a vraiment un côté, alors aujourd'hui peut-être très kitsch, mais je vous invite à le revoir, puisque faut remettre tout ça dans un contexte bien sûr, et le film de Byron Ashkin se déroule en 1953, c'est-à-dire au tout début de la guerre froide. On vient de terminer la Deuxième Guerre mondiale, et les États-Unis sont maintenant en guerre froide avec l'URSS, et donc il y a vraiment ce côté un peu paranoïaque aux États-Unis qui existe, de la peur d'être envahi par les communistes, comme ils disaient à l'époque. Et donc vraiment, le film s'inscrit dans ce cadre-là, et on a vraiment la description d'une invasion des États-Unis par des Martiens dans le film, mais qui sous-entend un message politique, puisqu'on voit clairement que c'est la peur justement du bloc de l'Est qui pourrait venir envahir les Américains. Et la deuxième version de La Guerre des Mondes, qui est due justement pour le coup à Steven Spielberg en 2005, eh bien on voit clairement l'évolution du sujet, puisque toujours justement à travers un sujet de martiens qui veulent envahir la Terre, c'est toujours le livre d'H.G. Wells qui est adapté bien sûr, et bien, pour le coup, le film de Spielberg s'inscrit clairement dans l'Amérique post-11 septembre, et on voit clairement, cette fois, la peur d'être attaqué sur son sol du côté américain, et c'est vraiment ce qui est retranscrit dans cette ambiance que donne Spielberg à son film, plus que des martiens qui attaquent la Terre, on sent bien le côté vraiment terroriste qui a attaqué les États-Unis, et donc les martiens sont en fait tout simplement une transposition de terroristes qui pourraient attaquer le sol américain. Donc on voit déjà là, à travers ces quelques exemples que je viens de prendre, que finalement l'imaginaire que nous renvoie la planète Mars nous renvoie surtout à notre propre peur, à notre propre croyance, à nos propres angoisses, et on le voit là avec ces 2 exemples sur la guerre des mondes, le côté finalement un petit peu politique, le contexte dans lequel ces films ont été tournés, qui transparaît à travers l'œuvre, et que plutôt d'avoir peur vraiment de vrais martiens qui nous attaquent, on a vraiment peur de l'autre, que ce soit justement soit des terroristes, soit des autres idéaux politiques qui viennent nous attaquer. Et donc c'est ce qu'on va essayer de décrire justement à travers la suite de cette conférence. Alors, je vais faire un gros retour en arrière, puisque on va revenir dans l'Antiquité, et on va voir que dès l'Antiquité, Mars va fasciner les hommes. Voilà. Donc, quand on regarde Mars à l'œil nu, puisque c'est ce qui s'est passé jusqu'en 1609, je rappelle que 1609, c'est la première observation du ciel avec un instrument, c'est la lunette de Galilée. Donc, jusqu'en 1609, les hommes ne voient les planètes et les étoiles qu'à l'œil nu, et Mars à l'œil nu, c'est ce que vous voyez sur cette photo. Ce n'est qu'un point rouge. Voilà. Mais la particularité de Mars par rapport aux autres planètes qu'on voit dans le ciel, c'est qu'elle a une couleur. Voilà, les autres planètes apparaissent plutôt blanches, et bien Mars, elle a déjà une couleur et elle est rouge. Et rien que ça, déjà, ça la rend différente, et ça va intriguer les humains. Autre particularité de Mars, vous voyez ici une photo qui a été faite en 2011. Alors cette photo, elle se lit de la droite vers la gauche, et le point rouge qui se promène bien sûr au centre de l'image, c'est la planète Mars. Donc on a fait ici une succession de photos qui montrent le déplacement de la planète Mars devant le ciel étoilé. Et vous constatez qu'à un moment donné, Mars rebrousse chemin, elle fait une boucle dans le ciel, ce qu'on appelle une rétrogradation, donc elle repart en arrière. Cette boucle de rétrogradation, ça dure à peu près 2 mois, et ensuite Mars repart dans le sens normal, dans son sens habituel. Et donc ça se remarque très très bien à l'œil nu, pour peu que vous soyez, comme dans l'Antiquité, les astronomes de l'Antiquité sont des astronomes observateurs, ils passent leur temps jour après jour à scruter le mouvement des étoiles et surtout le mouvement des planètes qui est beaucoup plus rapide, et ils essayent d'en tirer des conclusions. Donc on voit que cette planète, qui a déjà une particularité, elle est rouge, et qu'en plus, pendant 2 mois, vous la voyez faire une rétrogradation, vous voyez qu'elle repart en arrière, ça a de quoi surprendre. Alors, je rappelle que bien sûr que toutes les planètes rétrogradent dans le ciel, ce n'est pas propre qu'à Mars, sauf que la boucle de Mars, c'est celle qui est la plus facilement observable. Voilà. Donc c'est ce qui va encore donner une caractéristique supplémentaire à cette fameuse planète par rapport aux autres planètes qu'on peut voir à l'œil nu.
Donc forcément, une planète de couleur rouge, une planète qui finalement fait un petit peu ce qu'elle veut dans le ciel, puisqu'elle est capable de repartir en arrière par moment, eh bien, dans l'Antiquité, on va interpréter les planètes comme des divinités. C'est bien pour ça aujourd'hui encore que les planètes portent les noms des divinités gréco-romaines. Et donc, je vous ai mis ici quelques exemples. Vous voyez qu'en Mésopotamie, notamment, eh bien, Mars va s'appeler Nergal. Et Nergal, c'est le dieu de la peste. Voilà. Ensuite, vous voyez, les Grecs vont l'appeler Arès, donc ensuite les Romains vont l'appeler Mars, hein, mais à chaque fois, on va associer à cette planète et à sa couleur rouge un côté néfaste, un côté belliqueux, donc dieu de la peste, dieu de la guerre, vous voyez, Mars renvoie toujours par sa couleur rouge, justement, à ce côté finalement un peu agressif. Donc on s'aperçoit que, vous voyez, rien que la couleur rouge de Mars et son mouvement particulier sur le ciel vont déjà frapper l'imaginaire de l'humanité, et ce, dès l'Antiquité. Alors une fois qu'on aura des instruments pour observer, notamment des lunettes et des télescopes, donc à partir du XVIIe siècle, eh bien, vous apercevez, voilà un bel exemple de ce qu'on peut voir au télescope quand on regarde la planète Mars. Eh bien, Mars a cette particularité que c'est la planète finalement la plus proche de la Terre, mais comme elle est relativement petite, Mars est 2 fois plus petite que la Terre, eh bien au télescope, elle révèle finalement très peu de détails. Hein. Donc vous voyez l'image que l'on peut avoir au télescope de cette fameuse planète. Alors on voit bien cette couleur un peu rouge-orangé qui ressort. On voit au pôle sud une tache blanche qui est finalement une calotte polaire. Alors vous voyez, tout de suite ça va parler à l'imaginaire, puisqu'on va s'apercevoir que Mars a des calottes polaires. Il y en a également une au pôle nord. Et ces calottes polaires, finalement, ça donne une idée que Mars ressemble à la Terre. Donc Mars pourrait très bien être une planète équivalente à la Terre, une jumelle de la Terre, puisqu'elle a des calottes polaires. Donc on peut supposer que ces calottes, c'est de l'eau, et que s'il y a de l'eau, il pourrait peut-être y avoir de la vie. Vous voyez. Et on voit aussi des taches sombres sur la planète. Et ces taches sombres, on va avoir du mal à les interpréter, mais comme on se fait dans l'idée que Mars peut ressembler à la Terre, eh bien ces taches sombres peuvent être interprétées probablement comme des forêts, voyez, ou peut-être comme des lacs, des océans, par opposition aux continents qui pourraient être les zones claires un peu rouges, voyez. Donc on va comme ça tout doucement se forger une idée que la planète Mars peut ressembler à la Terre. Et donc forcément elle pourrait potentiellement être habitée. Alors, il faut aussi savoir que les astronomes n'observent pas Mars n'importe quand, puisque vous voyez sur ce schéma que, en bleu, j'ai mis l'orbite de la Terre près du Soleil, et l'orbite de la planète Mars, elle est fortement elliptique, contrairement à l'orbite de la Terre, qui est très proche du cercle. Ce qui fait que Mars fait le tour du Soleil en 2 ans, et qu'au cours des 2 années que dure l'année martienne, eh bien, Mars va pouvoir se rapprocher parfois très près de l'orbite de la Terre, et puis parfois, elle va être très éloignée. Ce qui fait qu'en fait, la Terre et Mars ne se croisent, se rattrapent l'une l'autre, si vous voulez, un peu comme 2 coureurs qui font la course autour d'un stade. Eh bien, la Terre et Mars vont se doubler une fois tous les 2 ans. Mais à chaque fois que les 2 planètes vont se doubler, elles ne vont pas se doubler au même endroit de leur orbite. Ce qui fait que vous voyez, par exemple, en 2003, eh bien, en 2003, on avait la distance la plus courte entre les 2 planètes, puisqu'on avait à peine 35 millions de miles. Alors le document est en anglais, hein, mais ça ne doit pas changer grand-chose en kilomètres. Donc on avait la distance la plus courte possible entre la Terre et Mars, et à ce moment-là, ça veut dire que Mars, dans le télescope, elle apparaît quand même 2 fois plus grande qu'en 1995, vous voyez, qui était le moment où les 2 planètes se sont croisées, mais cette fois elles se sont croisées à l'autre bout de leur orbite, c'est-à-dire quand leur écart était le plus grand. En 1995, les 2 planètes étaient éloignées de 65 millions de miles, alors qu'en 2003, elles étaient éloignées que de 35 millions de miles. Donc vous voyez que la distance entre la Terre et Mars, quand les 2 planètes se croisent, eh bien, elle peut passer du simple au double. Ce qui veut dire que quand Mars est visible au télescope, eh bien, elle double de taille. Quand elle est vraiment au plus près de la Terre, ce qui était le cas en 2003 par exemple, eh bien, elle était 2 fois plus grande que quand on la voyait en 1995. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut voir le maximum de détails sur la planète Mars. Et c'est vraiment ce qu'on appelle l'opposition. Hein. Donc l'opposition, c'est le moment où on a le Soleil, la Terre et Mars qui sont parfaitement alignés. Donc Mars se trouve à ce moment-là à l'opposé du Soleil que la Terre. C'est pour ça que les astronomes donnent le nom d'opposition au moment où les 2 planètes vont se croiser. Eh bien, c'est vraiment l'opposition, par exemple, de 2003 qui va être très attendue. Et c'est ce genre d'opposition où la distance est la plus courte entre la Terre et Mars se produit qu'une fois tous les 18 ans. Hein. Et donc, c'est tous les 18 ans qu'on pourra vraiment observer Mars avec la taille la plus grande dans les télescopes et voir le maximum de détails.
Après, les autres oppositions de Mars et de la Terre, ben, vous le voyez, Mars va se situer toujours plus loin de la Terre, et donc la planète sera plus petite au télescope, et donc révélera bien sûr moins de détails. Donc finalement, on ne peut vraiment faire que des très très bonnes observations de Mars au télescope qu'une fois tous les 18 ans, donc ce qui est assez rare, et c'est ces oppositions-là justement qui vont apporter leur lot de découvertes, de surprises, et puis qui vont titiller l'imaginaire des astronomes, mais aussi de la population. Alors il faut attendre 1659 pour que l'astronome Christian Huygens, à l'Observatoire de Paris, eh bien, observe Mars. Vous voyez les dessins justement qu'a réalisé Huygens avec son télescope. Donc on voit vraiment qu'on a des grosses taches, hein, c'est pas très très détaillé. On voit sur l'image du milieu également qu'il a noté au pôle Nord qu'il y avait une calotte polaire. Hein. Mais ces images ne sont pas très détaillées, mais elles sont suffisantes pour avoir des repères sur la planète, pour pouvoir mesurer sa rotation, pour savoir en combien de temps Mars peut faire un tour complet sur elle-même. Et donc en observant comme ça justement ces taches noires qui reviennent, qui tournent autour de Mars et qui reviennent à la même position de départ, et bien Huygens va réussir à déterminer que Mars tourne sur elle-même en 24h37. Vous voyez, c'est une durée qui est étonnamment proche de celle de la Terre, puisque je rappelle bien sûr que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Donc encore une fois, on trouve là un point commun entre la Terre et Mars. Mars tourne sur elle-même en presque 24 heures, elle a des calottes polaires. À sa surface, on devine des taches qui pourraient très bien être finalement soit des forêts, soit des fleuves, des océans. Donc, une fois de plus, tous ces éléments qu'on découvre sur Mars avec les progrès des télescopes, eh bien, vous voyez, vont venir renforcer notre imaginaire, renforcer l'idée que Mars est une planète semblable à la Terre. Et en plus, Mars, je vous l'ai dit, c'est notre proche voisine, c'est la planète la plus proche de la Terre. Donc de là à entreprendre le voyage vers Mars, que ce soit les terriens qui vont de la Terre vers Mars, ou que les Martiens décident de nous envahir, ben, il n'y a qu'un pas. En 1841, oui, il faut attendre le milieu du 19e siècle pour que les progrès optiques des télescopes s'améliorent et qu'on commence à avoir vraiment les premières cartes officielles de Mars faites par les astronomes professionnels. Hein. Donc vous voyez Wilhelm Beer et Johann von Mader qui vont justement publier officiellement la première carte de Mars vue au télescope. Donc vous avez ici les vues du pôle Nord et du pôle Sud. Mais vous voyez que finalement, l'image n'est guère mieux que ce que pouvait faire Huygens. Les détails ne sont pas vraiment révélés, ne sont pas détaillés pour le coup, et on se contente encore une fois de voir des grosses taches sombres à la surface, même si on s'est arrangé pour tracer un réseau de longitude et de latitude sur Mars qui permet justement de positionner clairement les reliefs et les taches qu'on voit à la surface. Donc finalement, ce qui va révolutionner notre approche de Mars, eh bien, c'est l'année 1877 et les fameux canaux martiens. Voilà. Donc cette année-là, l'astronome italien Schiaparelli, eh bien, il observe avec des très grands instruments et il semble voir à la surface de Mars eh bien, enfin des détails plus fins que les fameuses taches que l'on pouvait observer jusque-là. Et il décrit ces fameuses lignes que vous voyez sur la carte que j'ai mis ici sur cette image. Hein, c'est la vraie carte publiée par Schiaparelli, vous voyez, entre 1877 et 1888, donc vers la deuxième moitié du 19e siècle. Et Schiaparelli donc voit ces fameuses lignes, ces fameux traits rectilignes à la surface de Mars, qu'il va traduire par le mot en italien, il va traduire ça par le mot canali en italien, qui signifie finalement chenaux. Le problème, c'est qu'en français, le mot canali va être traduit par le mot canal, et ça n'a pas du tout la même signification. Puisque dans l'idée de Schiaparelli, les chenaux sont des structures naturelles, elles n'ont rien d'artificiel. Lui, pour l'instant, il n'a pas proposé d'explication à ces fameuses lignes qu'il voyait sur la planète. Alors qu'en France, quand on va utiliser le mot canal, canal, ça veut dire construction artificielle, donc construction par une intervention humaine ou autre, et donc ça suppose, et ça confirme même que Mars est habité. Donc il y aurait des vrais martiens à la surface de la planète rouge, et ces martiens construisent des choses à la surface de leur planète. Alors, surtout que le mot canal, en 1877, ça parle à tout le monde, puisqu'on est en pleine période de construction des canaux sur Terre, et notamment les deux plus grands canaux qu'on ait pu construire. Vous voyez qu'on a terminé la construction du canal de Suez en Égypte en 1879,
Donc c'était un exploit considérable pour l'époque, et donc bien sûr on en a beaucoup parlé, donc c'est dans l'esprit de tout le monde à l'époque, sur Terre on a construit un canal, et on va, 10 ans plus tard, démarrer les travaux du canal de Panama, vous voyez, en 1879, pardon. Et donc on est dans cette pleine période où industriellement on est capable justement de faire des grands travaux sur Terre, de modifier notre planète, et de tracer donc des canaux. Et donc si sur Mars il y a des canaux, eh bien c'est que les Martiens sont en train de faire la même chose que nous, et donc il n'y a aucun doute que la planète Mars doit être habitée, et que ces canaux martiens, eh bien on va retrouver une explication, c'est qu'on constate que ces canaux, eh bien ils semblent en tout cas être construits à partir des pôles, des calottes polaires, pôle nord et pôle sud, et qui semblent se diriger vers l'équateur. Donc on va imaginer que la planète Mars est une planète qui doit certainement être aride, desséchée, et que les Martiens, justement, ont besoin de faire circuler l'eau sur leur planète et d'acheminer l'eau qui est au niveau des pôles vers l'équateur par le biais, justement, des canaux qu'ils construisent. Alors, voici Camille Flammarion, vous voyez, à la même époque, en 1890. Camille Flammarion était donc un très grand astronome français, également un très 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 bon vulgarisateur. Et donc il était très écouté, très apprécié pour ses ouvrages pédagogiques qu'il a fait sur l'astronomie, justement. Il a vraiment beaucoup contribué à l'époque à rendre l'astronomie populaire, ce qui était d'ailleurs le nom de l'un de ses ouvrages. Et Flammarion était bien sûr, comme tous les scientifiques de son époque, convaincu que Mars était habité. Et comme on savait également que Mars avait une atmosphère assez fine, assez rare, et que la gravité était plus faible que sur la Terre, parce que la planète est 2 fois plus petite que la Terre, eh bien il imagine des Martiens, vous voyez comme sur ce dessin, des Martiens qui sont certainement pourvus d'ailes, ils étaient capables de voler pour se déplacer justement sur leur planète. Alors en 1894, eh bien voici Percival Lowell. Alors Lowell est un milliardaire américain qui a donc fait fortune et qui se passionne pour l'astronomie. Et il est tellement fasciné par l'histoire des canaux martiens qu'il va financer sur ses propres fonds la construction d'un observatoire astronomique. C'est ce que vous voyez sur l'image de gauche. Vous le voyez en train d'observer justement à la grande lunette de l'observatoire de Flagstaff en Arizona, lieu où donc il fait construire son observatoire. Et cet observatoire est exclusivement dédié à l'observation de la planète Mars et au référencement des canaux. Et donc Lowell était tellement convaincu qu'il y avait des canaux sur Mars qu'il va même faire fabriquer des globes martiens, pour le coup, sur lesquels justement eh bien, on voit les différents canaux qu'il a référencés. Et sur les globes de Lowell, on compte plus d'une centaine de canaux, dont il a bien sûr pris soin de mettre des noms. Donc Lowell étant très populaire, excellent communicant, il a l'oreille de la presse, et bien il va contribuer à populariser justement l'idée que Mars est habité et que justement il y a des canaux sur Mars. Donc à la fin du 19e siècle, eh bien, aussi bien du côté des scientifiques que de la population, tout le monde a entendu parler des canaux martiens et tout le monde a dans l'idée que Mars est une planète habitée comme la Terre. Alors c'est dans ce contexte justement que va sortir le fameux livre de H.G. Wells, La guerre des mondes, puisque maintenant que vous êtes tous convaincus que la planète Mars est habitée, et habitée notamment par des créatures qui sont certainement évoluées, puisqu'elles sont capables de construire des canaux, et bien de là à imaginer que les Martiens peuvent être belliqueux et qu'ils aient envie d'envahir la Terre, il n'y a qu'un pas. Et donc c'est ce que va faire Wells dans son fameux livre. Donc je vous ai mis ici quelques images des fameux tripodes qui ont été rendus célèbres par l'ouvrage de H.G. Wells. Et donc le livre va connaître un énorme succès, puisque, comme je vous l'ai dit, dans ce contexte où on pense vraiment que Mars est habité, eh bien, le livre de H.G. Wells finalement apparaît comme une idée extrêmement crédible. Alors, la question qui se pose, c'est justement à quel moment dans l'imaginaire populaire, eh bien, on va introduire le concept de petits hommes verts. Voilà. Et puis, pourquoi les Martiens, finalement, devraient-ils être petits et pourquoi ils devraient être verts? Voilà, alors, la question, pourquoi est-ce que les Martiens devraient être petits? On l'a déjà vu un petit peu avec Flammarion. Comme Mars est une planète
plus petite que la Terre, hein, une gravité plus faible, ça peut peut-être expliquer l'idée que les Martiens soient plus petits finalement que les humains sur Terre. Donc l'idée petits hommes pourrait très bien venir de ce côté-là, à moins que ce soit peut-être le côté un peu sympathique qu'on veut prêter au personnage. Comme on dit, un petit enfant, eh bien, un petit garçon, voilà, c'est le côté vraiment sympathique de la chose. Quoique, on va vite s'apercevoir quand même que ce qui marche le mieux au cinéma et dans les livres, c'est les petits hommes verts qui sont plutôt agressifs. Hein, ils sont rarement sympathiques avec nous. Voilà. Alors à quel moment justement apparaît cette idée, ce concept, que les Martiens finalement devraient être des petits hommes verts? Eh bien, la première formulation telle quelle, petits hommes verts, ça apparaît dans un livre de SF en 1912. C'est la princesse de Mars de Edgar Rice Burroughs. Alors, je vous rappelle bien sûr que Rice Burroughs, c'est finalement le papa de Tarzan. Voilà. Donc après avoir connu le succès avec Tarzan, eh bien, il publie La princesse de Mars. Et dans ce livre, eh bien, pour la première fois, il décrit des Martiens à l'aspect verdâtre. Donc 1912 pour l'apparition des premiers Martiens imaginés de couleur verte. Alors pour l'instant, on est encore dans l'univers de la science-fiction. Ce n'est pas encore arrivé dans la culture populaire. Hein. Alors on s'aperçoit toutefois que tout le monde en SF n'adopte pas forcément pour le coup la couleur verte pour les Martiens. Et l'un des Martiens les plus célèbres, c'est celui qui va être dessiné par Frank Paul en 1939. Vous voyez ce Martien, justement, l'homme de Mars, hein, qui est dessiné, et qui va connaître un grand succès, et qui, pour le coup, est bien plus grand qu'un humain, et même s'il il aborde une sorte de, on va dire, de pantalon vert, il ne présente pas forcément l'aspect d'une couleur verdâtre. Hein. Donc finalement, même si Rice Burroughs en 1912 imagine les premiers Martiens verts, eh bien, on voit que dans les années qui suivent, les auteurs de science-fiction vont quand même laisser libre cours à leur imagination et ne vont pas forcément adopter, pour le coup, l'aspect des petits hommes verts tout de suite pour les Martiens. Alors, Frank Paul va également se livrer à l'exercice inverse, c'est ça qui est très intéressant, puisque il se dit que voilà, sur la Terre, nous, on imagine des Martiens, et on les imagine par rapport à ce qu'on connaît de l'aspect de la planète Mars, eh bien, il peut être intéressant de faire l'exercice inverse. Et c'est ce que fait Frank Paul, vous voyez, en 1940, où il représente sur cette gravure bien, un humain vu par un martien. Voyez. Donc on retrouve très bien en bas de l'image les bonhommes blancs qui sont les martiens typiques de la façon dont les a dessinés Paul. Et en jaune, le bonhomme jaune, c'est un humain vu par un martien. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on a cet aspect-là? Il se dit, parce que si on est sur Mars et qu'on regarde la Terre, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que d'une part sur la Terre, l'eau est abondante. Si l'eau est abondante, la nourriture doit être abondante. Donc les humains sont des gens qui aiment bien manger. Donc on est forcément obèse, et c'est pour ça qu'il nous représente cette forme de bibendum. Et vous voyez également que le personnage a des doigts palmés, puisqu'encore une fois, comme il y a beaucoup d'eau sur la Terre, il imagine que les humains doivent être des personnages qui vivent essentiellement dans le milieu aquatique, et donc on est censé avoir des doigts palmés. Voilà. Et on est tout jaune, puisque la Terre est plus proche du Soleil, donc comme on bénéficie d'un ensoleillement bien plus favorable que sur Mars, on devrait être d'une couleur un peu dorée. Voilà. Donc c'est très intéressant cet exercice, puisque finalement on s'aperçoit que des Martiens qui imagineraient des humains par rapport à ce qu'ils verraient de la Terre sur Mars, ça renvoie, vous voyez, à cette image finalement assez fausse de ce que pourrait être un humain. Et finalement, c'est ce qui se passe aussi de notre côté, puisque nous imaginons des Martiens en laissant parler notre imagination et par rapport à ce qu'on connaît de la planète Mars. Or, heureusement, la nature se montre toujours beaucoup plus riche et inventive que l'homme, et on s'aperçoit que finalement la diversité de la vie qu'on a sur la Terre n'est pas représentative forcément de ce qu'on peut voir de la Terre depuis l'espace. Et bien sûr, il en va de même avec la planète Mars, et j'irai même plus loin, et je dirais qu'il faudrait faire le même exercice, le même effort d'imagination quand on veut imaginer des extraterrestres aujourd'hui autour des exoplanètes, donc ces planètes qu'on trouve autour des autres étoiles, hein, et ce qu'on fait maintenant depuis 25 ans, on trouve des exoplanètes, et ces exoplanètes, elles sont très très différentes, elles présentent une très grande diversité, et donc il est très fort probable que la vie, si on découvre de la vie un jour sur ces exoplanètes, elle ne ressemblera en rien à ce que les humains pourront imaginer depuis la Terre. Alors si on poursuit un petit peu l'aventure de la science-fiction dans la première moitié du
du XXe siècle, eh bien on s'aperçoit qu'à partir de 1939-1940, voyez, eh bien les Martiens commencent tout doucement à prendre vraiment franchement une coloration verte, voyez, un aspect patibulaire, belliqueux, hein, pour ne pas dire des créatures monstrueuses, et qui ont bien sûr une obsession, hein, c'est toujours de vouloir enlever les femmes. Voilà, ça c'est typique des pulps américains de l'époque et de la science-fiction de l'époque, et qui renvoie vraiment donc, vous voyez, à notre propre société, à notre propre imaginaire, et à la façon dont comment dire, dont finalement l'homme se conçoit, s'interprète lui-même. Hein. Et dans cette société des années 50, vous voyez, la femme, c'est toujours la créature fragile que l'homme, pour le coup, l'homme costaud, viril, doit protéger contre des ennemis divers et variés. Voilà. Donc c'est toujours assez curieux de voir que les Martiens ont cette obsession de vouloir enlever des femmes sur la Terre, alors qu'en fait c'est tout simplement, ça reflète la conception qu'avaient les humains, et particulièrement de la jante masculine de l'époque, à propos de la jante féminine, bien entendu. Hein. Mais on notera donc que l'aspect vert des Martiens est quand même très très présent à ce moment-là. Hein. Donc les Martiens vont acquérir définitivement leur couleur verte à partir des années 1940, hein. Tout simplement parce que le vert, eh ben, c'est la couleur de la différence, c'est la couleur de l'autre, c'est la couleur qui inquiète, qui fait peur. Pour cela, je vous renvoie au très bon livre j'ai oublié son nom. De Michel Pastoureau, pardon, qui est un chercheur spécialisé sur l'histoire des couleurs, et je vous renvoie donc sur le livre qu'il a écrit justement sur la fameuse couleur verte et les différentes interprétations qu'on peut donner à cette couleur. Et si aujourd'hui le vert renvoie surtout à l'écologie, à la chlorophylle, à la nature, eh bien le vert renvoie également à la moisissure. Il renvoie également aux animaux dangereux pour l'homme, comme les serpents ou les dragons. Les dragons, on les imagine souvent verts, justement, puisqu'ils font partie de ces animaux un petit peu étranges pour l'homme et qui sont surtout dangereux pour l'homme. Donc le vert, c'est surtout la couleur qui inquiète, qui fait peur, la couleur des animaux qui pourraient être dangereux pour l'homme, et donc finalement cette couleur se prête assez bien finalement à des martiens. Alors, on l'a vu sur l'image précédente, on avait des martiens en 1940 qui étaient quand même encore très costauds, très musclés, beaucoup plus grands que les humains, et ils vont perdre en taille 10 ans plus tard, à partir de 1952, on trouve dans les différents livres de science-fiction, et bien pour le coup, vraiment les petits hommes verts, vous voyez, ils ont vraiment rétréci en taille, probablement parce que, alors je dirais pas qu'ils présentent un aspect peut-être moins effrayant, quoique quand on voit la couverture de Galaxy, on voit le côté un peu comique de la chose, mais ça doit renvoyer aussi à l'image étrange que pourrait avoir un martien pour les humains, et donc il faut que ces martiens soient différents de nous, donc soit ils sont plus grands, soit ils sont plus petits. Alors pour le coup, on les a imaginés plus petits. Voilà. Et vous voyez que sur la couverture de Starling Stories, eh bien, on a déjà tout l'imaginaire martien qui est en place, puisque ces martiens, vous voyez, sont recueillis là par des humains, mais bien sûr, ils n'ont pas l'air d'être humains, ils ont plutôt un côté, une créature un petit peu aquatique avec des espèces de tentacules, donc ils sont forcément différents de nous. Et en arrière-plan, on voit déjà un crash de soucoupe, puisque on va aborder justement cette deuxième partie de la mythologie du martien. Le martien est un petit homme de couleur verte, mais le martien voyage également, et quand il voyage en soucoupe volante, bien sûr. Donc l'idée des soucoupes volantes et des ovnis, eh bien, nous vient également de l'imaginaire qu'on s'est créé à propos de la planète Mars. Alors je termine justement avec le côté petits hommes verts. Donc on a vu jusque maintenant que les petits hommes verts étaient essentiellement apparus dans la littérature de science-fiction. Et ils vont apparaître pour la première fois dans le langage courant, en août 1955. Oui, c'est vraiment daté. C'est le cas Kelly Hopkinsville aux États-Unis. Hein. Kelly Hopkinsville, c'est une ville du Kentucky où pour la première fois dans la presse, eh bien, une famille annonce avoir été en contact justement avec pour le coup, avec des extraterrestres, et même avec des martiens. Et vous voyez sur les images la description qu'a fait cette famille des fameux martiens qu'ils ont croisés. Alors pour le coup, ils n'étaient peut-être pas forcément verts, puisqu'ils ont décrit qu'ils étaient plutôt fluorescents ou phosphorescents, c'est-à-dire qu'ils brillaient dans le noir.
et donc bien sûr il brillait d'une couleur un petit peu verdâtre. Voilà. Donc un cas un petit peu étrange qui apparaît en 1955, mais c'est le premier cas en tout cas qui est relayé par la presse d'une famille qui pourrait justement être en contact avec des supposés martiens, donc les petits hommes verts, puisque c'est les termes exacts qui est utilisé dans le fameux article de cette année-là. Donc les petits hommes verts passent dans le langage populaire, dans le langage courant, donc à partir de 1955, après être apparu en 1912 pour la première fois dans la littérature de science-fiction. Alors je vous le disais, donc les Martiens, il faut bien qu'ils voyagent, et bien sûr, ils ne voyagent pas n'importe comment, ils voyagent en soucoupe volante. Alors justement, d'où vient le mythe des soucoupes volantes? Et est-ce que les soucoupes volantes viennent de Mars? Eh bien, je reprends un petit peu l'historique de cette histoire un petit peu rocambolesque et fantastique. Le tout premier cas de soucoupe volante, bien sûr, il est connu, c'est le témoignage de Kenneth Arnold le 24 juin 1947. Kenneth Arnold était un pilote américain. Il voyageait dans un petit avion de tourisme et il fait une étonnante observation dans le ciel puisqu'il voit 9 engins, justement. Je vous ai mis la phrase telle que Kenneth Arnold l'a retranscrite aux journalistes. Il voit 9 engins se déplaçant comme des soucoupes qu'on aurait fait ricocher sur l'eau. Voilà. Donc on voit bien que dans les termes de Kenneth Arnold, quand il voit ces 9 engins dans le ciel qui n'ont pour le coup pas de forme de soucoupe, c'est pas ce qu'il dit dans le témoignage de Kenneth Arnold. Il dit bien que les 9 engins, et on voit sur la photo qu'il nous montre que ces engins ont plutôt la forme d'une sorte de croissant ou de boomerang, ils n'ont pas la forme de soucoupe, ils se déplacent comme des soucoupes qu'on fait ricocher sur l'eau. Donc ils se déplacent par à-coups, et là pour le coup, dans son témoignage, le terme de soucoupe n'est pas associé à la forme de l'engin, mais à sa façon de se déplacer. Chose qui va être très mal retranscrite par les journalistes, puisque les journalistes vont reprendre le témoignage d'Arnold et l'écrire comme ceci. Ils vont parler de flying saucer en anglais, c'est-à-dire de soucoupe volante, bien sûr, terme qui est beaucoup plus vendeur dans le langage journalistique que de dire que les engins dont on ne sait pas à quoi ils ressemblent, ils se déplaçaient comme des soucoupes. Donc pour le coup, là, la mauvaise traduction qui a été faite par les journalistes de l'époque, eh bien, apporte une confusion entre la forme de l'engin et la façon dont il se déplace. Donc ils sont deux choses totalement différentes. Alors quoi qu'il en soit, le mal est fait. Le terme soucoupe volante apparaît pour la première fois dans la presse journalistique populaire. Et je vous le donne en mille, et bien dans les années qui vont suivre, bien sûr, tout le monde va commencer à voir des soucoupes volantes dans le ciel, et des soucoupes volantes comme elles vont être décrites, bien sûr, dans les journaux. Donc c'est là qu'on voit qu'en fait, on pourrait presque parler d'hallucination collective, puisque bien sûr les gens voient ce qu'ils veulent voir, et si on leur dit qu'il y a des soucoupes, eh bien les gens voient des soucoupes pour le coup. Alors que ce n'est pas du tout ce qu'a vu Kenneth Arnold dans le ciel. Alors, le mythe donc des soucoupes volantes, bien sûr, va être associé très très vite au terme des petits hommes verts, puisqu'on a dans l'idée à l'époque que les Martiens existent, on l'a vu, la planète Mars est habitée. H.G. Wells nous a fait comprendre qu'on pouvait très bien être envahi par les Martiens, et voilà maintenant qu'on a des soucoupes volantes qui apparaissent sur Terre. Donc bien sûr, il ne fait aucun doute que ces soucoupes volantes, elles doivent être habitées, alors qu'on n'en sait rien, on n'a rien observé du tout. Les scientifiques restent toujours un petit peu circonspects quand on leur parle d'ovnis ou de soucoupes volantes qu'on aurait pu observer. Donc après tout, il faudrait garder un esprit critique à propos de ça, et de se dire que si on a vu une soucoupe, on a peut-être vu un engin, que cet engin pourrait très bien être télécommandé depuis la Terre, ça ne prouve pas forcément qu'il est habité. Mais bon, bien sûr, dans l'esprit, en associant les idées les unes aux autres de façon très facile, eh bien, on va imaginer, bien sûr, faire un lien entre les petits hommes verts et les soucoupes volantes, et donc il ne fait aucun doute que ces soucoupes volantes sont pilotées par des petits hommes verts. Alors vous noterez qu'aujourd'hui, quand on parle des petits hommes verts, ça prête plutôt à sourire. Aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a à propos de Mars, grâce à toutes les sondes qu'on a envoyées depuis quelques années, eh bien, on sait que Mars n'est pas habité, pour le coup. Mars est un désert.
Et quand on parle des petits hommes verts, eh bien, le côté petits hommes verts est tombé plutôt en désuétude. Et je vous ai mis là quelques images qu'on retrouve dans le cinéma aujourd'hui. En haut à gauche, vous avez les fameux martiens que l'on voit dans Toy Story, hein, qui ont une bouille plutôt finalement sympathique. Et puis bien sûr en dessous, vous reconnaissez le martien de Mars Attack, hein, qui prête plus à sourire. Hein. Je rappelle que Mars Attack était une satire, une parodie des peuples américains. Et donc, bien sûr, on ne croit plus du tout aujourd'hui aux petits hommes verts. Hein. Par contre, sur l'image de droite, eh bien, on constate l'évolution finalement de l'extraterrestre, en tout cas de l'image de l'extraterrestre, de la façon dont on se le représente aujourd'hui, notamment au cinéma, puisqu'on parlera de petits gris, hein, des petits hommes gris, plutôt que des petits hommes verts. Voilà. Donc ils ont gardé ce côté finalement, un corps finalement plutôt humanoïde, avec une grosse tête, toujours synonyme de, comment dire, d'intelligence. Il paraît que plus le cerveau est gros, et bien plus on serait intelligent. Alors cette idée a été mise à mal depuis quelques années, hein, puisque vous savez que dans l'évolution des différents hominidés, eh bien, on s'aperçoit que nos ancêtres avaient finalement un crâne et un cerveau donc beaucoup plus grand que le nôtre, que l'Homo sapiens, et finalement, il n'est pas du tout prouvé que finalement, voilà, nous avons nous un cerveau plus petit que nos ancêtres, et finalement, sans vouloir paraître prétentieux, on pourrait, enfin, on est quand même un peu plus intelligent, on va dire, que ne pouvait l'être par exemple l'homme de Néandertal. Hein. Donc pourtant notre cerveau est plus petit. Donc c'est pas parce que vous avez une grosse tête et un gros cerveau que vous êtes forcément intelligent. Ça ne va pas ensemble. Donc toujours est-il que dans notre image qu'on peut se faire d'un extraterrestre, eh bien on continue encore aujourd'hui de cultiver cet aspect humanoïde finalement d'un être plus petit qu'un humain avec une grosse tête. Mais pour le coup, eh bien il a changé de couleur, il n'est plus vert, mais souvent sous une apparence un peu grisâtre. Donc comme je vous le disais, hein, depuis 1965, eh bien, on a pris conscience que tout ce qu'on pouvait imaginer sur Mars était finalement complètement faux, puisque 1965, c'est l'arrivée donc de la première sonde américaine Mariner 4, qui réussit avec succès à se mettre en orbite autour de Mars, et qui nous a renvoyé donc ces toutes premières images sur lesquelles on constate bien que Mars est une planète finalement aride, désertique, sur laquelle on voit bien sûr des cratères d'impact d'astéroïdes. Voilà. Mais les fameux canaux martiens eh bien, ont totalement disparu. Il faut savoir que jusqu'en 1965, la NASA publiait encore des cartes de Mars sur lesquelles on voyait des canaux. Hein. Donc même si dans cette première moitié du XXe siècle, du côté des scientifiques, on ne croyait plus trop à l'espérance de vie sur Mars, cette idée était quand même encore très présente dans l'imaginaire populaire, et les scientifiques étaient vraiment partagés en deux sur l'idée des canaux, est-ce que vraiment les canaux martiens pouvaient exister ou pas, et finalement il faut vraiment attendre 1965 et les premières vraies photos faites par Mariner 4 sur place, sur Mars, pour constater finalement que les canaux n'existaient pas, et que c'était bien des illusions qu'on voyait à travers les télescopes, puisque les télescopes étant pas forcément de très bonne qualité optique, et bien certains détails du relief pouvaient nous laisser penser justement qu'il y avait des canaux, là où tout simplement c'était des alignements de tâches hein, qui étaient fortuits et que notre imagination finalement a interprété. Alors après, bien sûr, hein, c'est comme tout, hein, une fois qu'on est convaincu qu'on voit des choses, eh bien on finit par les voir. Hein. Et c'est ce qui s'est passé notamment pour Percival Lowell, pour voir jusqu'à une centaine de canaux sur Mars, eh bien on peut se dire qu'il était tellement convaincu qu'il y avait des canaux qu'il a fini par les voir, et par y croire, et par les dessiner. Donc voilà les dernières images qu'on reçoit hein, des différentes sondes qui vont sur Mars. Hein. Je rappelle qu'en ce moment, 3 autres sondes voyagent vers Mars. Hein. Vous avez la sonde des Émirats arabes qui s'appelle HOPE, qui va arriver en février 2021 sur Mars. Vous avez également le robot Perseverance de la NASA qui va arriver également en février 2021 sur Mars. Et puis la sonde chinoise également, hein, qui est en partance vers la fameuse planète rouge. Et donc aujourd'hui, Mars est une planète absolument bien connue, peut-être même mieux connue que la Terre, puisque sur Mars, comme il n'y a pas d'océan, on peut faire une cartographie complète de la planète, chose qu'on ne peut pas faire sur Terre, justement. Le fond des océans sur Terre reste très très méconnu, alors que sur Mars, on connaît les moindres détails quasiment de la planète, sur quelques centimètres près. Et donc aujourd'hui, on voit que s'il y avait des Martiens, ces Martiens sont vraiment bien cachés, hein, puisqu'ils n'apparaissent sur aucune des images qui ont pu être faites de cette planète.
Mais tout espoir n'est pas perdu, puisque les images aériennes nous montrent également, eh bien, ces images, vous voyez, ce sont pour le coup des canaux, mais des canaux, c'est-à-dire des lits de rivières, hein, des lits de fleuves totalement asséchés. Et donc aujourd'hui, on a suffisamment de données qui nous confirment que Mars a bien connu dans le passé de l'eau, et de l'eau sous forme liquide. Donc Mars avait dans le passé des océans, des rivières, des mers, et toute cette eau a laissé des traces d'érosion sur la planète. Donc il ne fait plus aucun doute aujourd'hui pour les scientifiques que Mars a connu une période où elle avait de l'eau liquide à sa surface, et donc elle devait très très certainement finalement ressembler à la Terre. Toute la question aujourd'hui est de savoir pendant combien de temps Mars a réussi à maintenir de l'eau liquide à sa surface avant que cette eau ne s'évapore. Et cette eau s'est évaporée parce que l'atmosphère de Mars s'est évaporée. Et sans atmosphère, vous ne pouvez pas maintenir de l'eau liquide sur une planète. Donc toute la question est de savoir pendant combien de temps Mars finalement a pu connaître des conditions habitables, semblables à la Terre, avant de perdre son eau. Et si dans cette période-là, est-ce que cette période a été assez longue pour voir apparaître les premières formes de vie ? Donc tout espoir n'est pas perdu de trouver de la vie sur Mars, et donc peut-être que les Martiens finalement existent vraiment, mais dans tous les cas, ils ne ressembleront pas à des petits êtres verts comme on a pu les concevoir. Aujourd'hui, si les Martiens existent, ils existeraient plutôt sous forme de bactéries, c'est-à-dire ils auraient une forme de vie primitive qui finalement n'aurait pas eu le temps de se développer et d'évoluer, puisque l'aspect climatique de la planète va changer assez rapidement, et Mars va perdre son eau. Donc aujourd'hui, ce que les robots cherchent sur Mars, c'est une forme de vie, mais une forme de vie microbienne, hein, sous forme de bactéries, et de bactéries qui pourraient plus probablement être fossilisées dans le sol que encore en vie. Quoique, ne sait-on jamais, la nature nous réserve toujours beaucoup de surprises. Donc tout espoir n'est pas perdu finalement peut-être un jour de croiser des Martiens. Alors parfois, donc, les scientifiques jouent également à se faire peur, ou encore une fois, on voit ce qu'on veut voir. Et en 1996, eh bien, une météorite martienne, pour le coup, a beaucoup fait parler d'elle. Elle s'appelle, vous le voyez, ALH 8401. Et cette météorite, par son analyse chimique, on sait qu'elle vient de la planète Mars. Donc effectivement, on a bien sur la Terre des morceaux de Mars qui arrivent. Il y a des météorites qui viennent de l'espace et qui viennent de la planète Mars. Il n'y en a pas beaucoup, peut-être une vingtaine vraiment à tout casser. Puisque s'il y a un impact, par exemple, d'astéroïdes sur Mars, eh bien, on a des poussières, des morceaux de roches qui sont éjectés par l'impact, et il se peut que ces impacts, ces rochers voyagent dans l'espace et arrivent jusqu'à la Terre. Donc on a comme ça vraiment formellement identifié sur Terre des météorites qui venaient de Mars. Donc c'est le cas de ALH 8401. Et quand on a étudié, quand des astronomes ont étudié cette météorite au microscope électronique, c'est la photo de droite, et bien vous voyez qu'ils ont vu cet étonnant bâtonnet à l'intérieur de la météorite, ce qui laissait penser à la présence d'une bactérie, ou en tout cas du fossile d'une bactérie. Donc la découverte a été publiée telle qu'elle, elle a fait un grand retentissement, aussi bien au niveau scientifique qu'au niveau du public, et bien sûr d'autres études scientifiques ont été refaites sur cette météorite, et il y a eu beaucoup de controverses, puisque les scientifiques ont réussi à montrer qu'on ne pouvait pas trancher sur cette curiosité, cette bizarrerie qu'on l'on voyait, et qu'il pouvait tout simplement s'agir d'un défaut de la roche, ou peut-être aussi d'une vraie bactérie, mais pour le coup, qui aurait été une contamination terrestre, puisque cette météorite, elle est restée pendant près de 10 000 ans enfouie dans l'Antarctique, et donc peut-être que des bactéries terrestres auraient bien pu rentrer dans la roche et la contaminer. Ça ne veut pas dire que cette forme fossile qu'on voit là serait une bactérie qui viendrait vraiment de Mars. Donc finalement, il a été impossible de trancher sur cette image, et donc encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas si on a trouvé des bactéries martiennes. Alors je vous le disais dans mon introduction à propos du film de Brian De Palma, Mission to Mars, il y a eu une époque aussi où on a cru voir un visage à la surface de la planète Mars. Vous voyez, c'est en 1976, les premières photos des sondes Viking qui ont été faites en orbite, et on a cru à un moment donné voir sur une colline un visage martien. Et donc très vite, alors bon, les scientifiques étaient quand même plutôt assez sceptiques, ils se disaient que avec des jeux d'ombre sur les rochers, tout ça, on pouvait peut-être voir effectivement un visage. Toujours est-il qu'on voit un visage si on veut voir un visage, bien sûr.
En fait, en science, c'est ce qu'on appelle une pareidolie. Vous voyez, c'est-à-dire que notre cerveau, c'est un défaut de notre cerveau, dans une forme ou dans un dessin totalement abstrait, eh bien, notre cerveau veut absolument le raccrocher à quelque chose de concret. C'est la raison, par exemple, pour laquelle vous voyez dans les nuages des animaux. Par exemple, vous avez l'impression que les nuages dessinent je sais pas, des lapins ou des animaux divers et variés. Et bien, quand vous regardez cette image, notre cerveau d'humain, la première chose qu'il voit, qu'il identifie quand il voit cette figure, eh bien, il semble voir, eh bien, tout simplement un visage humain, là où en fait il n'y a rien. Donc ça s'appelle, je vous le redis, une pareidolie. Donc il faut être très très méfiant de ça, et il faut être très très méfiant de ce que notre cerveau nous montre finalement. Donc la NASA a refait la photo bien sûr de cette colline martienne en 2006 avec une meilleure résolution. Donc vous voyez cette image qui nous montre bien la forme de la colline et qu'il s'agit tout simplement d'une colline et qu'effectivement avec les jeux d'ombre on pouvait très bien interpréter ce qu'on voulait et donc pourquoi pas un visage humain. Donc finalement il n'y a pas plus de visage martien que cela sur Mars. Voilà, toujours est-il que donc Mars, eh bien, même si aujourd'hui on ne croit plus aux petits hommes verts ou aux soucoupes volantes, eh bien Mars continue de nous fasciner, puisque elle sera très probablement eh bien, l'objet de la prochaine destination des astronautes. Et donc Mars, je vous l'ai dit, c'est après la Lune qui est notre satellite, et sur lequel on a déjà mis le pied il y a déjà maintenant pratiquement 50 ans. Eh bien, la prochaine étape de l'homme, ça sera très certainement peut-être de retourner sur la Lune avant d'aller sur Mars. Toujours est-il qu'on a repoussé nos frontières, on a repoussé nos limites, et aujourd'hui, Mars nous apparaît bel et bien comme la prochaine destination, notre prochaine limite humaine et technologique. Donc il y a fort à parier, et c'est ce que nous montre déjà le cinéma de science-fiction, que voilà, la prochaine avancée technologique nous permettra très certainement d'envisager sérieusement d'envoyer des hommes sur Mars. Et puis se posent encore des nouvelles questions, des gros débats à propos de Mars. Vous voyez qu'elle fascine toujours, même encore en ce début du XXIe siècle, puisque si un jour on envoie des hommes sur Mars, eh bien la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on aurait le droit de modifier une planète finalement qui n'est pas la nôtre. Donc c'est ce qu'on appelle la terraformation. Vous voyez sur cette image, ça serait de transformer Mars pour la rendre habitable, alors qu'aujourd'hui Mars est complètement stérile. Donc sur Mars il fait très très froid, Mars est un congélateur, la température moyenne est de moins 60 degrés. Mais on a vu qu'il y avait de la glace, il y a des calottes polaires, et donc on pourrait supposer que si on trouve un système pour réchauffer la planète, ou remettre peut-être davantage d'atmosphère, on pourrait faire fondre cette glace des pôles, et donc Mars deviendrait Mars la rouge, elle passerait à Mars la bleue, c'est-à-dire que Mars aurait de l'eau liquide, sur laquelle ensuite on pourrait peut-être avoir des plantes qui pourraient vivre, et donc on pourrait rendre Mars habitable, et transformer Mars, terraformer Mars comme on dit, pour la faire ressembler à la Terre. Voilà. Donc toutes les questions qui se posent, c'est est-ce qu'on a le droit en tant qu'humain de faire ça sur une planète qui n'est pas la nôtre, tout en sachant qu'on en est capable, puisqu'on le fait déjà sur notre propre planète, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, il ne fait plus aucun doute que nos activités humaines impactent notre propre climat, et que, donc qu'on le veuille ou non, on est en train de modifier déjà le climat de notre propre planète. Donc ça soulève, vous voyez, des grosses questions d'éthique, des questions finalement très sérieuses. Donc ce qui est intéressant de voir, et ce sera ma conclusion dans cet exposé finalement, c'est que la planète Mars, eh bien, plutôt que de nous montrer vraiment ce que la planète Mars et ce que pourraient des extraterrestres, finalement Mars se comporte comme un miroir alors je dirais pas un miroir de la Terre, mais plutôt un miroir de notre imaginaire d'être humain, puisqu'on voit sur Mars, ou en tout cas on projette sur Mars, eh bien nos fantasmes, nos propres peurs, nos propres craintes, nos propres espoirs. Et donc, finalement, les fameux petits êtres verts, les petits hommes verts qu'on a pu imaginer, plutôt que de se faire peur à croire que vraiment des extraterrestres nous envahissent, et ils nous traduisent plutôt notre peur à nous d'être envahis par d'autres. Et quand je dis des autres, ça peut être, on l'a vu, soit dans le contexte par exemple de la guerre froide, d'autres pays ou d'autres idées, d'autres idéaux politiques ou religieux finalement qui ne nous correspondent pas. Mais finalement, à travers ces martiens qu'on a pu imaginer, eh bien c'est toujours finalement la peur de l'autre que l'on transpose dedans. Donc finalement, on le voit, Mars fascine. Elle fascine par sa proximité à la Terre, par sa couleur rouge que l'on peut voir très bien dans le ciel à l'œil nu. Mais finalement, Mars, eh bien,
Elle est à l'origine de nombreux mythes et de nombreuses croyances que l'on s'est forgées, mais des mythes et des croyances finalement qui ne sont révélatrices que de nos propres peurs et de nos propres croyances. Voilà, merci à vous, merci de nous avoir suivis et bonne soirée.